Cette semaine, à Info TV Laval, Jean-Jacques Lapierre reçoit Kevin Brazeau. La foire de l'horreur, ça vous dit quelque chose? On va faire un petit tour. Éric Denis nous parle de basketball Laval, projet Le Rebond. Vicky Volikakis avec sa chronique vin, Ruxandra Georgescu avec la chronique yoga. Nathalie Beaulieu, Sophie Théberge et Martin Gagné du salon TDAH. On reçoit Halisso qui nous parle de Michael Jean. Nous avons Nicolas Vincent Poirier avec sa chronique cinéma qui nous parle de Bad Times à The El Royale. Et Dr Valérie Ouellette, vétérinaire, nous parle de Pacha le chat. On y va? 4, 3, 2, 1... Alors, cette semaine, on accueille Dr Val, donc Valérie Ouellette, vétérinaire. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Alors, la dernière fois que tu es venu sur le plateau avec notre ami Pacha, là, il est très bien habillé pour l'occasion. Ben c'est quoi qui se oui. passe avec notre beau Pacha? Sa perte de poids, il s'est dit, je suis plus la grosseur d'un ours, donc je vais mettre le... Le soude de Winnie le le Pooh. soude de Winnie le Pooh. C'est ça, oui, je voulais revenir sur sa perte de poids, mais aussi sur l'Halloween. Donc, c'est pour ça que j'ai amené son petit déguisement. Donc, Ouais. aujourd'hui, je vais vous parler de ça, là. Premièrement, la perte de poids. Évidemment, Pacha, je vous l'avais dit, on allait lui faire perdre du poids. On a contrôlé sa nourriture, il mangeait dans son petit pipolino. Mais malheureusement, les chiffres n'ont pas été aussi bons qu'on l'aurait espéré. OK. Il pesait 9,4 kilos il y a un mois, et là, il est rendu à 9,35 kilos. Donc, c'est pas 0,5 kg, c'est pas un demi-kilo qu'il a perdu, c'est Non. 1/5 d'un kilo. C'est vraiment pas beaucoup. Mais au moins, OK. il n'a pas gagné de poids. Ça, Voilà. ça me rassure. C'est quand même le point positif. Et c'est normal, là. La perte de poids, ça se fait pas du jour au lendemain. On aurait espéré avoir un meilleur résultat, mais on va travailler un peu plus fort. Je peux encore ajuster un petit peu ses rations, puis je vais le faire jouer encore plus. Je vais essayer de le faire courir un peu plus. Donc, on va espérer que le mois prochain, ça soit meilleur, là, son Ben là, score. Pacha, on commence à le connaître, l'équipe technique ici, là, puis il semble être un petit peu oisif. Hein? Lui, pas trop bouger, ça semble être son sport favori. Comment tu fais pour le faire bouger? Vous l'avez bien vu, Pacha porte bien son nom. C'est un gros Pacha. En fait, il aime ça quand même jouer. Il est intéressé avec les lasers, en fait, le petit Ouais, le petit jeu pointeur laser. laser, ouais. Qui d'ailleurs, il faut faire attention quand on joue avec ça avec les chats. Les yeux. Oui, ils vont courir, ils vont avoir du fun, mais il y en a qui restent vraiment là, sous les nerfs, même quand on a fermé le laser. Donc, ils cherchent le laser partout, puis oh mon Dieu, il est où le laser? Mais ça fait 10 minutes qu'on joue plus au laser. Là. Fait que ces chats-là, c'est peut-être pas le meilleur jeu. OK. Mais si le chat réussit à arrêter puis à vivre après que le laser ait disparu, c'est correct. On recommande même de lancer un jouet après pour qu'il finisse en attrapant quelque chose. Pour avoir, pour qu'il gagne. Pour qu'il gagne, là, c'est ça, à la fin du jeu. Qu'il arrête d'obséder là-dessus. Parce que sinon, ils sont toujours en train de courir après rien, en fait. Là. Oui, OK. Donc, Ben, c'est des chasseurs, là. Hein? Oui, oui. Ça, il aime quand même ça. Et sinon, c'est sûr que c'est pas le plus gros des joueurs, là. Puis, Ben, peut-être s'il jouait aux cartes, il serait super bon, non? peut-être. Et puis, tu voulais nous parler cette semaine de faire un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos animaux à vivre mieux, à vivre en meilleure santé, puis plus longtemps. Oui, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider un peu à la santé de votre animal? Parce qu'il y a tellement de choses qu'à la maison, vous pouvez faire. Puis des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte. Premièrement, l'examen annuel. C'est super important. Les chats, les chiens, ils vivent quoi? 10 ans, 15 ans ou 20 ans là, pour les chats les plus vieux. Mais ça représente un an représente beaucoup d'années dans leur vie, si on veut. Ouais. Donc, au moins de l'amener une fois par année, les faire évaluer. On peut dépister certains problèmes qui commencent. Il y a des préventifs qu'on peut leur donner pour améliorer leur santé, éviter qu'ils attrapent des maladies. Donc, c'est super recommandé. Et on a noté qu'environ 50 des chats qui se font même pas voir une fois par année par leur vétérinaire. C'est vrai, on a tendance à y aller quand il file vraiment pas, puis il se cache dans son coin. Vous avez par exemple, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire en fait d'avance là, pour éviter de se rendre au point où est-ce qu'il est en train de vomir, il mange plus, puis tout. Là. Ouais. Il y a peut-être des signes précurseurs qu'on aurait pu déceler avant ça. OK. Donc, ça, c'est le premier point là, qui est super Donc, important. l'examen annuel, on s'en sort pas. C'est comme pour nous. Ben oui, c'est ça. On garde le suivi. Exactement, exactement. Fait que c'est un premier pas là, pour la santé de votre animal. Par la suite, ne pas donner de médication humaine. Donc, mon chat a mal à la tête, les Tylenol, pas une bonne idée. Non, surtout pas les Tylenol chez les chats. Ça tue les chats. Oh. OK? Même dire, j'ai donné une dose de bébé. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Leur métabolisme est tellement différent. Ils ne métabolisent pas les médicaments de la même façon que les humains. Donc, une Tylenol pour un chat peut le mettre en danger de mort, là, réellement. Donc, c'est super dangereux.
avant de donner quoi que ce soit, c'est super facile. Vous appelez votre vétérinaire. Puis s'il est fermé, il y a toujours un vétérinaire qui va être ouvert 24 heures. Vous leur demandez, mon chat file pas, est-ce que je peux donner telle ou telle chose? Ils vont vous le dire si jamais vous avez la permission. Mais en cas de doute, ouvrez pas votre pharmacie pour votre animal. C'est quoi le truc, plus souvent, l'erreur que les gens font, le médicament humain que les gens vont faire? Ils vont donner des aspirines. Ça aussi, les anti-inflammatoires, c'est vraiment pas recommandé. Ça peut leur créer des insuffisances rénales aiguës. Wow. Donc, même les doses de bébé, c'est comme encore là c'est pas même recommandé. Ils peuvent donner du Pepto-Bismol. Des fois, ils vont lire sur Internet de donner du sel pour faire vomir son animal. Okay. Honnêtement, là, à part une intoxication au sel, j'ai pas vu grand-chose qui va fonctionner avec ça. Donc, c'est pas plus recommandé de faire ça. Il faut faire attention avec les médicaments. D'accord. Ensuite, bonne nourriture. Ça, je pense que c'est bon pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on veut dire par bonne nourriture? Parce que là, à chaque fois que je vais chez mon magasin d'animaux, je fais toujours la blague. Ah, ça, c'est ma saveur préférée, mais on s'entend personne qui a goûté, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir une bonne nourriture versus quelque chose qui serait moins bon? Ça serait quoi les indices? C'est super dur pour vous, là, à la maison, aller dans un magasin d'alimentation ou même à l'épicerie. Il y a tellement de nourriture. Même moi, en tant que vétérinaire, à un certain point, je m'en sors pas. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que chaque nourriture qui va être établie pour l'animal, il y ait un vétérinaire nutritionniste qui ait élaboré cette nourriture-là. C'est pas toutes les compagnies qui ont ce genre de service-là. Et c'est important, là. Je veux dire, votre animal va manger ça tous les jours, là. On veut pas que ce soit n'importe qui l'a élaboré. Et je vous recommande juste d'aller voir votre vétérinaire. Demandez-lui. Parce qu'il y a aussi tellement de problèmes de santé chez certains animaux qui vont nécessiter des nourritures plus que d'autres. Est-ce que votre animal a un moins beau pelage? Est-ce que c'est son poids le problème? C'est ses dents? Il va peut-être pouvoir ajuster là, en fonction des besoins précis de votre animal. Donc, je pense que c'est plus facile de juste aller rechercher conseil à votre vétérinaire. Parfait. Activité et stimulation. Donc... stimulation, on parlait de laser tantôt. Activité, on sort les petits jouets. On sort les jouets, on amène les chiens jouer dehors, se promener. Si votre chien est plus vieux puis il a de la misère à prendre des marches, bien, peut-être que vous pouvez faire des tours d'auto ou lui acheter un carrosse, le faire se promener. Ça le garde mentalement stimulé. Donc, il va être plus épanoui que juste de rester toujours couché dans le salon. Les chats, même les chats d'intérieur, on peut leur faire des petites tablettes proches des fenêtres qui puissent regarder dehors. Si vous avez des vérandas, vous pouvez les amener dehors avec vous. Tout ça, ça les aide à être gardés mentalement stimulés parce que sinon, ça leur crée même des problèmes de santé. Surtout les chats d'intérieur qui font pas grand-chose à part manger puis marcher. Le fait d'être stimulé, de jouer, ça peut leur amener une meilleure santé à long terme. Et puis, rapidement, on a les deux derniers points. On a assurance et soins dents, griffes, pelage. Oui. Bien, les assurances, il existe des assurances pour les animaux. Donc, ça va vous aider si jamais votre animal a un accident. Mettons, il se fait frapper, c'est des gros montants. On sauve des coûts. On sauve beaucoup de coûts, comme pour les humains. Et puis, les griffes, les soins, les dents, le pelage. Oui, toujours s'assurer que votre animal ait un beau pelage, couper ses griffes à la maison, laver ses oreilles. Tout ça fait aussi partie des soins de base qu'on peut aider pour notre petit chien ou chat. Bien, Dr. Ouellette, un gros merci. On se revoit dans 2 semaines. Bien oui, merci. Le 10 novembre prochain, le Salon du TDAH battra son plein. Donc, aujourd'hui, je reçois Nathalie Beaulieu, fondatrice du Salon du TDAH. Bonjour. Sophie Théberge, conseillère chez Expedia, Centre de croisière Laval-Est. Bonjour. Et M. Martin Gagné, président des systèmes Nordry. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, Nathalie Beaulieu, fondatrice du Salon TDAH. Donc, 2e édition va se passer à Laval. 2e édition à Laval, 14e édition. On arrive... déjà à ce moment-là, après 3 ans d'activité. Cette fois-ci, cette année, je me suis lancé le défi d'avoir plusieurs salons dans le but de réaliser un réseau de salons, donc qui va comporter... Diffuser l'information partout dans la province. Diffuser de l'information, accueillir les gens sur place, évidemment, pour présenter des ressources locales, accessibles pour faciliter le quotidien de l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est un créneau qui est là depuis quelques années, en fait, presque du début. Donc, on n'est pas que pour les familles, c'est de l'enfance à l'âge adulte. Et on travaille très fort à développer des nouveaux services. Et à cette édition-là, on a 2 particularités. La première, on a un présentateur hors pair qui nous appuie pour parler et accueillir les gens qui vivent la situation au milieu de travail. Employeurs, travailleurs autonomes, les RH. On va le laisser s'expliquer, M. Gagné. Oui, moi, je suis propriétaire et président et propriétaire de l'entreprise des systèmes Nordry comme ingénieur en mécanique. Et puis, notre entreprise fabrique des équipements pour du séchage industriel. Puis, vous allez me demander peut-être pourquoi
c'est quoi le lien entre le salon TDAH et ma profession, mon entreprise? Pourquoi? C'est justement parce que moi, j'ai une fille qui a maintenant 23 ans, qui a été diagnostiquée à l'âge de 13 ans et médicamentée pour le TDAH. Et puis, c'est une cause, le salon me tient à cœur en partie à cause de ça. Et aussi, j'ai eu affaire à travailler avec des clients, des intervenants chez mes clients, ou même probablement un collègue de travail à un moment donné, qui souffrait de ça. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de travailler avec des gens comme ça. Puis lorsque tu te fais dire par un président d'entreprise, ben moi, Martin, je souffre de ça, puis je suis pas capable de me concentrer plus que 5 minutes, ça peut causer un problème. Donc, moi, je suis vraiment sensibilisé à ça, puis c'est pour ça que j'ai décidé de devenir commanditaire du salon. Et puis, je vais être président d'honneur, et si je vais avoir l'occasion, dans le cadre du salon, de donner une conférence et de tenir un kiosque pour rencontrer personnellement les gens. Parfait. Et puis, on a Sophie Théberge, conseillère chez Expedia Centre de croisière Laval-Est. Donc, là, on a vu que M. Gagné avait son pendant de l'histoire. Vous aussi, vous avez votre pendant de l'histoire. Dans le monde du voyage, ça change, là. Énormément. Moi, j'ai eu un certificat dernièrement comme agent de voyage pour les enfants atteints d'autisme. Et j'offre plusieurs alternatives pour les parents qui veulent aller en voyage avec leurs enfants et qui peuvent aussi avoir un répit. Comme du côté croisière, on sait que les croisières, c'est des gros navires et habituellement, les enfants autistes ont besoin de quelque chose un peu plus petit. Alors, ils ont un endroit réservé à eux autres avec des jeux juste pour eux autres où il y a l'embarquement prioritaire. Alors, si vous voulez en connaître beaucoup plus sur ces voyages, venez me voir, Sophie Théberge, Expedia Centre de croisière Laval-Est. Voilà, c'est dit. Et puis, donc, Nathalie, le 10 novembre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources, là? Exemple, moi, je suis parent d'un jeune que je suspecte être TDAH, parce que, mon Dieu, qu'il est paquet de nerfs. Comment est-ce que je fais pour... qu'est-ce que je peux trouver chez vous? Quand je fais le listing habituellement pour trouver des ressources, je suis rendue à une trentaine de thématiques. Est-ce qu'on a des associations, de l'aide aux devoirs, des diagnostics, de l'orthophonie et tout ça? Il y a une panoplie de services qu'on trouve. Pour Laval, au moment où on se parle, on a encore des petites choses à avancer, mais on essaie toujours de voir des ressources de l'enfance à l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en milieu de travail? Qu'est-ce qu'on trouve pour les parents, les familles, évidemment, qu'on vient d'avoir le diagnostic, que ce soit pour de l'anxiété, de l'opposition ou autre chose encore. On a parlé d'autisme, on parle de l'âge adulte aussi, donc c'est pas du tout les mêmes défis. Comment qu'on accompagne son conjoint, comment qu'on se présente à notre meilleur en milieu de travail avec nos forces. Et il y a des ressources aussi qu'on trouve dans d'autres salons pour lesquels on va pouvoir mettre en contact les gens quand il y a un besoin puis qu'on ne peut pas le combler sur place dans la localité. Fait que c'est tout un réseau qui travaille maintenant de plus en plus ensemble pour même jusqu'à développer des nouveaux produits et ressources en étant à l'écoute des demandes des gens sur place. Donc, c'est pour ça que c'est important de se présenter puis de le faire aussi, même si on est employeur, même si on est des gens qui engagent ou qui organisent le travail en milieu de travail. C'est important de venir parler de vos besoins, de venir découvrir ce qui se fait pour qu'on puisse synergiser tout ça ensemble. Justement, à ce niveau-là, M. Gagné avait quelque chose à ajouter au niveau président de compagnie. Des fois, on a la coin dure, comme on dit. Puis, oui, souvent, les gens disent, moi, je suis président de compagnie, ils veulent dégager une image forte. Ils veulent pas parler de leur faiblesse, mais au contraire, il y a des ressources plus que jamais. Venez nous rencontrer. Et puis, oui, ma conférence, comme je disais, je suis pas du tout thérapeute, mais ça va être parler de la problématique que j'ai vue à la fois avec mes enfants, ma fille, et puis des gens avec qui j'ai travaillé. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a des ressources. Il n'y a pas d'honte à ça. Puis, je pense que comme ingénieur, je vais être capable d'avoir une bonne discussion avec vous aussi. Mais il y a un groupe conseil qui va être là aussi, psychologue industriel qui va être là. Donc, il y a vraiment plusieurs ressources par l'entremise de l'appui de M. Gagné. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, notamment, de savoir qu'il y a des voyages organisés pour le répit des parents. Ça me fascine. Je ne croyais pas qu'on était rendu là. Donc, le salon TDAH.com pour avoir plus d'informations. Et puis, donc, vous vous promenez dans la région.
Vous avez Dans plusieurs régions. Plusieurs Donc, régions du Québec. Là, on a différentes dates qui sont en train de se préparer pour l'ensemble du Québec, excluant Montréal, pour faire exprès, parce que Montréal a besoin de ses propres ressources par quartier, je crois. Donc, ça sera un autre projet. Mais pour l'instant, on est du côté de Trois-Rivières, du côté... je ne veux pas nommer les régions, il y en a trop, mais vraiment aller sur le site Web parce que vous allez voir les informations se produire au fur et à mesure. Sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, un peu partout au Québec. Donc, on visite le salon tdah.com et on va vous visiter le 10 novembre à Laval. Et sinon, ben, on suit la liste sur le site. Oui, en effet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Ruxandra Georgescu, notre chronique yoga. Namasté. Namasté, Stéphanie. Alors, yoga ne rime pas avec Bouddha. C'est ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ben, dans le fond, je voulais démystifier un petit peu pourquoi qu'on a Bouddha partout dans le yoga. Souvent, Pourquoi? Souvent, on nous demande tout le temps, est-ce que le yoga et le bouddhisme, c'est la même chose? Est-ce que le yoga, c'est une religion? Est-ce qu'il faut être bouddhiste pour pratiquer le yoga? Donc, si je te pose la question, est-ce qu'il faut être bouddhiste pour pratiquer le yoga? Tu me réponds? Non. Tu me réponds pas? Tu te réponds pas. All right. Et est-ce que le yoga, c'est nécessairement un acte religieux? Du tout. OK. Le bouddhisme, c'est une religion. Le yoga, c'est une discipline. Bouddha, c'était un prince, voilà 600 ans avant, comme Jésus-Christ. Fait que c'est un ancien prince, puis il est devenu moine. Puis il n'a pas eu tout ce qu'il voulait avoir de son expérience en vivant avec les moines. Puis il a trouvé, puis il a écrit, il a fondé la religion bouddhiste, dans le fond, pour enseigner une méthode qui, pour lui, était plus au point pour apporter l'éveil chez l'être humain. L'éveil spirituel, cognitif, émotionnel. Exactement, le détachement de tout ce qui est... des soucis que tous les jours. Oui, exactement. OK. Fait que lui, pour se concentrer juste sur la paix, tout ça, il a créé la religion bouddhiste. La religion bouddhiste utilise le yoga, qui est une discipline, comme pratique des enseignements du bouddhisme. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Okay. Ce n'est pas une religion. Le yoga n'est pas une religion. Puis le bouddhisme puis le yoga ne sont pas nécessairement reliés ou ils ne viennent pas nécessairement ensemble. Okay. Mais il y a beaucoup, beaucoup de facettes qui s'intercalent. Il y a beaucoup, beaucoup de bouddhisme qui est exprimé ou enseigné par le yoga. Et il y a beaucoup de yoga qui est utilisé comme outil dans le bouddhisme, dans les pratiques du bouddhisme. Mais en tant que tel, il n'y a pas nécessairement de fusion entre les deux. C'est pas parce qu'on est bouddhiste qu'on va faire du yoga. Puis c'est pas parce qu'on va faire du yoga qu'on devient bouddhiste. C'est pas une secte, c'est pas un clan, c'est pas... non, exactement. Rien de ça. Exactement. Puis il y a un petit peu un mythe aux alentours de ça que vu qu'on voit Bouddha tout le temps, bien, le bouddhisme, il vient de l'Inde, le yoga, il vient de l'Inde, ça doit être la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Fait qu'aujourd'hui, je voulais confirmer que le bouddhisme et le yoga, c'est complètement différent, puis que dans la religion musulmane, dans la religion hindoue, on pratique le yoga comme outil de méditation, d'enseignement, d'entretien du corps. D'entretien du corps, d'entretien de l'esprit. Ouais. Même si on n'est pas du tout de l'Inde, même si on n'est pas du tout bouddhiste. D'accord. Bon, mais écoute, c'est démystifié. Par la suite, tu voulais nous parler d'un autre événement qui, de ce cas-ci, écoute, on sort de la religion bouddhiste, etc., mais on a, en fait, chez Dolem Yoga, toutes les studios, les 12 studios, voilà, oui. les 12 studios. Vous avez une amie en commun qui aurait besoin d'un coup de main. Donc, à ce niveau-là, tu peux nous en donner un peu plus d'informations parce que c'est très important. On a notre amie Myra qui est atteinte du cancer lymphatique. D'accord. Et puis, elle est au stade 4. Puis, elle est une inspiration pour nous tous. Elle aime la vie et inspirante. Oui, elle est vraiment inspirante. Et elle est motivante. Elle te donne la joie de vivre.
Ouais. Puis on s'est réunis pour l'aider, puis on fait un événement avec Lymphome Canada. On peut trouver toute l'information sur Lymphatic Cancer Canada. Oui, exact, ou lymphoma.ca. D'accord. Puis l'événement, c'est le 28 octobre. C'est de 9 h du matin à 2 h. On vend des billets qui seront donnés à la Fondation à 100 %. Puis, ils sont 75 $, mais ça inclut le déjeuner, ça inclut le lunch, ça inclut un tapis de yoga, ça inclut un sac cadeau, ça inclut le cours de yoga qui est donné par Idolem, les profs de chez Idolem. Et puis, ça va être une journée pleine de surprises, puis pleine de paix, d'amour, de compassion, de partage, d'inspiration. Puis on espère vraiment, on s'est réunis, puis on veut atteindre notre but de 25 000 $ au 12 studios. Fait qu'on espère vraiment que les gens vont se joindre à nous pour combattre cette maladie qui est vraiment une maladie qui atteint beaucoup de personnes. De plus en plus aussi. De plus en plus, puis beaucoup de personnes au Québec et au Canada. Puis, si jamais les gens ne peuvent pas participer à l'événement, il y a toujours façon de faire des dons en ligne. Il y a un site, il y a un site web spécifique pour l'événement sur le site de Lymphome Canada. Et il y a aussi... Le lien apparaît en bas de l'écran. Il y a aussi un lien pour le don sur le site de Lymphome Canada. Donc ça va se passer 28 octobre de 9 h à 14 h. D'ici ce temps-là, ben écoute, namasté jusqu'à la prochaine fois. Namasté, jusqu'à la prochaine fois. En chronique, Alyssa, salut. Salut, Stéphanie. Alors, cette semaine, tu nous parles de la francophonie en référence à Michaël Jean qui a été évincé. Donc, toute une histoire. Oui, toute une histoire. Écoute, tu peux nous faire une mise en situation pour la plupart des gens qui ne suivent pas nécessairement l'actualité au jour le jour? C'est ça. Alors, la francophonie, tout le monde sait que c'est l'ensemble des pays qui parlent français, donc qui sont mis en organisation depuis 1970. Donc, c'est parti de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que l'Afrique est un gros joueur là-dedans. Donc, ça a été créé, cette institution-là, en Afrique en 1970 par d'anciens chefs d'État africains. Et ce qui était habituel, c'est qu'il y ait un Africain à la tête de cet organisme-là. Alors, en 2014, la chose a changé. Le Canada et la France principalement, ont imposé Michaël Jean. Donc, pourquoi? Parce qu'il voulait une francophonie économique et il y avait eu des accords avec Michaël Jean quand elle a été débarquée de son poste de gouverneur général pour lui donner la francophonie. Donc, il fallait convaincre les chefs d'État africains qui avaient des candidats et il y avait notamment une candidature qui était vraiment, qui faisait un peu l'unanimité. C'était un écrivain et ancien diplomate congolais qui, lui, a été vraiment évincé. Donc, on a imposé Michaël Jean en 2014. Malgré qu'il était parti gagnant, non? C'est ça, mais il faut dire que la France est un gros joueur au niveau du financement de la francophonie. La France, le Canada, le Québec sont des gros joueurs. Donc, quelque part, les autres les ficelles se font tirer. Voilà, ils s'alignent pas mal. Donc, Michaël Jean a été mis en 2014. Des présidents même insatisfaits sont partis avant qu'on la nomme, parce qu'on parle d'acclamation, c'est la même chose qui s'est passée en 2018. Mais 2018, retour de bâton, la France l'a lâché. Donc, pour le Rwanda de Paul Kagame et pour une candidate rwandaise qui est la ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est elle qui a été élue. Je vais lire son nom comme il faut. Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a été nommée à la francophonie. Et puis concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ici au Québec que Michaël Jean ne soit plus impliqué, que ce soit fait montrer la porte aussi drastiquement? Oui, je pense quelque part qu'il y a quand même une inélégance qu'il faut souligner. Le Québec fait partie assez direct, voilà. Puis le premier ministre désigné du Québec ne l'a même pas rencontré. Elle est quand même une Québécoise et une Canadienne. Elle a été évincée. Le premier ministre du Canada l'a rencontré, le président de la France l'a rencontré, notre premier ministre ne l'a pas rencontré.
parce que les jeux étaient déjà faits. Ce que Michaël Jean a poussé pendant son mandat, c'est quand même des valeurs démocratiques canadiennes et québécoises. Égalité de genre, liberté démocratique, liberté des femmes, empowerment des femmes. Et ça, certains chefs d'État... Des trucs que pour nous ici, ça semble assez établi, mais en Afrique, pas nécessairement. Pas nécessairement, puis ça n'a pas plu aussi à certains chefs d'État. Et elle s'est un peu éloignée de cette diplomatie économique, de cette francophonie économique que la France voulait, que les Canadiens voulaient. Il faut aussi souligner que l'Afrique est un continent avec des pays qui ont de très grands taux de croissance. On parle des taux de croissance de 4%, 6% et plus. On sait que la Chine investit massivement en Afrique. Là. Exactement. La Chine investit massivement, la Turquie se place, les Émirats arabes sont là, l'Arabie saoudite. Donc, la France a un peu peur pour son terrain de jeu. Et c'est aussi un marché qui intéresse les Canadiens et les Québécois. Et l'autre chose qui a changé, c'est que Kagame, président du Rwanda, est devenu président de l'Union africaine. Donc, une union de plus de 55 États. Et il a décidé d'instaurer avec ses pairs ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique continentale. Donc, vraiment une zone avec 1 milliard et plus d'individus. Donc, un marché énorme avec des pays de croissance énorme. C'est sûr que la France ne voulait pas être en reste. Donc, le Rwanda avait tous les atouts en main pour négocier. Et puis, est-ce que Michaël Jean a émis un commentaire, une opinion sur la façon cavaleresque qu'elle a été mise à la porte? Oui, elle l'a fait entendre sa voix. Elle avait l'occasion de s'exprimer au sommet de la francophonie à Erevan, donc en Arménie. Et elle a parlé de réelle politique. Puis c'est ça, c'est vraiment de la réelle politique. Quand on parle de réelle politique? C'est une politique basée sur l'économie, la politique, l'enjeu, l'argent, c'est vraiment ça. On l'a évincé pour autre chose que des valeurs de francophonie. Ouais. On ne parle plus de défense du français. Quand un pays qui a adhéré au Commonwealth, le Rwanda a adhéré au Commonwealth en 2009, devient le pays qui dirige la francophonie. Oui. Le président rwandais, quand on l'interviewe, il parle en anglais. Donc, il ne parle pas français. Donc, c'est plus des valeurs économiques qu'une valeur de francophonie. De francophonie. Puis, à la base, c'était une francophonie culturelle. Oui, il y avait de la coopération technique quand ça a été mis en place en 1970, mais c'était aussi basé sur les échanges culturels, le développement de la langue. Mais on sait qu'au Rwanda, peut-être qu'il y aura un effet inverse avec le fait que la ministre des Affaires étrangères est maintenant secrétaire générale de la francophonie, parce qu'en 2009 aussi, ils ont décidé que le français n'était plus la langue d'enseignement. Donc, ils vont former les futures générations de Rwandais en anglais. Wow. Donc, l'anglais a supplanté le français. Ça devient une aberration qu'on tasse une francophone. Écoute, Hadi, c'est désolant d'entendre ça, mais écoute, on se reparle la prochaine fois. Et puis, d'ici là, Money Talk. Chronique 20 avec Vicky Vodikakis de chez Select Wines. Bonjour, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ben, ça va toujours bien parce que tu arrives avec des nouveaux produits qu'on va déguster. Donc, toujours une bonne nouvelle. Donc, cette semaine, tu nous parles du Piv Blanc exclusif dans 40 SAQ, ainsi que du Duas Quintas Ramos Pinto en rouge. Tout à fait. Voilà. Alors, si on commence avec, premièrement, le Piv Blanc exclusif, ça se rapporte un petit peu au Piv Gris que tu nous as fait goûter la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, bien, tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens, ceux qui sont amateurs de vin, connaissent bien le Piv Gris, qui est le fameux rosé de la SAQ. Donc, ici, on revient avec une nouveauté, le Piv Blanc, qui est exclusif à seulement 40 SAQ. Je vous invite à aller voir sur SAQ.com par région, parce qu'il y a vraiment une quarantaine de SAQ qui distribuent ce produit. Est-ce que c'est pour une durée limitée ou c'est vraiment pour un nombre de magasins limité? Pour l'instant, ils appellent ça un projet pépinière. Donc, ils mettent dans une quarantaine de SAQ. C'est un test. Si ça se vend bien, bien là, je vous souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent l'acheter pour qu'on puisse le garder. Qu'on puisse l'avoir partout. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, bien, c'est le but de ces 40 magasins-là. Et puis, bien, moi, j'avais le goût de vous le faire partager parce que
En fait, il est disponible à Sainte-Thérèse, entre autres, Blainville, Sainte-Dorothée. Il y a plein de places dans le coin qui est disponible. OK. Tandis que dans d'autres régions, il y a peut-être un magasin parmi toute la région. Fait qu'au moins ici, on est chanceux. On est chanceux, on a quelques endroits pour s'abreuver. Exactement. Donc, on est toujours dans le sud de la France, dans le Languedoc, Roussillon. Ici, on est sur l'appellation Pays-Doc. Le Pive Blanc, qui est un assemblage de Viognier, Sauvignon Blanc et Roussanne. Donc, on est sur le bord de la Méditerranée, toujours, avec les sables fins. Ah, je sens le soleil, là? Ah, je le sens. Toujours le même climat qu'on a avec notre pivre gris, donc climat chaud et sec méditerranéen. On fait aussi la vendange nocturne, hein, parce qu'on veut garder la fraîcheur aromatique des raisins. Et puis ici, ben, vous voyez, c'est très, très aromatique. Hein? Oui. Ça a vraiment du bouquet, comme on dit. Oui, exactement. Et puis, est-ce que c'est un vin bio? Parce que je sais que la tendance est au vin bio de plus en plus. Il y a une grosse mode là-dessus. Je ne sais pas si la caméra peut faire un petit rapprochement, mais ici, lorsque vous avez cette mention sur les bouteilles, ça veut dire que c'est bio. D'accord. Donc, ça en fait partie. Tout à fait. Alors, c'est le fun parce que, tu sais, on est sur un vin en bas de 20 $ et puis mention bio. Ça, c'est super bien pour aller avec en apéro, en plat principal. Oui, par juste comme ça se boit très bien. Vraiment, là, sans on blague, pourrait là. discuter et puis arrêter ça là. Puis juste boire ça. On discute, puis on continue la bouteille. Puis là, mais tu sais, c'est le temps des huîtres. Fait qu'on pourrait aller chercher un beau plat d'huîtres avec ça pour commencer. On pourrait y aller avec une salade repas, peut-être une salade avec truite fumée. Ouais. Tu sais, tout dépendant, si vous préférez le poulet, vous ferez une salade repas avec poulet. Mais bon, ça se marie très bien. On a des belles notes d'abricot. Tu sais, on sent la fraîcheur en bouche, mais tu sais, une belle finale très longue en bouche. Très longue, mais je le considère pas comme un arrière-goût. C'est vraiment... ça s'éteint tranquillement. C'est très agréable. C'est vraiment une finale, une belle finale, c'est ça. Puis donc, disponible dans 40 SAQ seulement. Je vous invite à aller voir sur SAQ.com quelle SAQ la plus proche de chez vous distribue ce beau produit. Il est délicieux, je dois dire. Bien, ça me fait plaisir que tu aimes ça. Mais d'habitude, ce que tu nous apportes est délicieux, mais là, une petite coche de plus. C'est dans ma palette, je dirais. Après ça, bien, vu que c'est le temps de la viande, des plats réconfortants et tout, bien, on tombe sur quelque chose on a le goût d'aller chercher des vins un peu plus costauds. Hein? Parlant de costaud, ce bidule, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un corps à vin. Le corps à vin, c'est un instrument duquel on peut prendre juste une portion du vin qu'on a besoin. Il y a une aiguille qui perce notre bouchon de liège. C'est bien important que votre bouchon soit à liège. S'il est dans d'autres matières, ça ne fonctionnera pas. Donc, là, ici, un coup qu'on a servi notre portion, là, j'en ai mis juste une petite parce qu'on déguste, évidemment, mais il y a de l'argon. Dans cette tige ici, il y a une petite capsule d'argon qui fait que ça stoppe toute oxydation possible. Donc, quelqu'un qui est tout seul chez eux, quelqu'un que lui et sa femme, ou peu importe, aiment déguster, puis ils veulent déguster juste un petit peu à la fois. Puis garder la bouteille pour un autre fois. Exactement. Bien, ils peuvent dire, ce soir, j'ai le goût d'avoir juste un verre de vin de ça. Pas de problème. Demain, ils ont le goût d'avoir autre chose, bien, ils vont pouvoir coraviner sans problème d'autres bouteilles. C'est vraiment intéressant. Évidemment, ça a un certain prix, mais quelqu'un qui... c'est quand même assez dispendieux. Mais par contre, on rentre dans notre argent si on est un amateur de vin qui va... On est passionné, qu'on a plusieurs bonnes bouteilles, qu'on ne veut pas nécessairement toutes consommer du même coup. Exactement. Puis sinon, bien, à plus petit prix, bien, on a toujours les fameux bouchons là, que on pompe, avec la pompe. Ça peut faire. Sauf que celui-ci va nous garder beaucoup plus longtemps notre vin. D'accord. Donc, Duas Quintas Ramos Pinto en Alors, rouge. Ramos Pinto, Portugal. Donc, Ramos Pinto, on les connaît bien pour leur fameux Porto. Mais ici, on revient avec un vin sec dans le Douro, un assemblage de Touriga Nacional, Touriga Franca, Barca et Tinta Roriz. Encore une fois, très fruité, très... Oui, c'est fruité, épicé, boisé, floral. Délicieux. Wow, j'aime vraiment. Ça, je me l'imagine très bien avec un repas de peut-être de saumon ou quelque chose comme ça. Même, moi, j'irais plus avec une grosse viande saignante. Ouais, un bon gros steak. Il est assez corsé.
Alors, on a besoin d'avoir une bonne viande saignante avec ça pour aller l'accompagner. Tu sais, une simple bavette de bœuf là, saignante, des petits oignons caramélisés, une purée de pommes de terre. Tu sais, c'est l'hiver qui s'en vient, on veut de la bouffe réconfortante, on a besoin des vins un peu plus costauds, ça pourrait très bien aller. Ramos Pinto, j'ai eu la chance la semaine passée de rencontrer la 5e génération de Ramos Pinto, Georges Rossas. C'est le cas de dire, on boit ses paroles, c'est un passionné qui nous transmet son savoir-faire et puis nous parle de la maison et de tous ses vins. Bref, j'ai pas pu malheureusement l'avoir ici avec nous aujourd'hui, mais ça aurait été intéressant. Donc, et puis rapidement, on a 5 secondes, la grande dégustation de Montréal. Oui, 1, 2, 3 novembre. Regardez ça sur Internet pour avoir toutes les informations. Venez nous voir avec... ça va être un système de coupons. Vous allez avoir... toutes sortes de producteurs de partout. Autant les gins seront à l'honneur qu'il y aura des vins, des spiritueux. Ça va être vraiment intéressant. Je vous invite à venir à la grande dégustation de Montréal. Je serai là avec mes collègues et ça va me faire plaisir de vous déguster. L'adresse au bas de l'écran. Bien, Vicky, un gros merci. Merci à vous. Aujourd'hui, on accueille Éric Denis, président de l'Association de basketball de Saint-François. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, tu viens nous parler évidemment de l'Association de basketball de Saint-François, mais aussi d'un programme qui s'appelle Le Rebond. Yes. Le Rebond, Premièrement, l'Association de basket de Saint-François. L'Association de basketball de Saint-François, c'est disons, l'association de plusieurs jeunes dans la localité de Saint-François, à Laval. À l'Est, bout de l'île. Dans l'Est, dans le bout de l'île, où justement, depuis, ça va faire facilement 12 ans, officiellement, que l'association est présente, mais depuis au moins une quinzaine d'années, des jeunes se sont mis ensemble pour qu'on puisse organiser du basket de manière plus courante et de manière continue. Et puis, en quoi consiste l'association? C'est quoi son rôle exactement? Puis, en parallèle avec le Rebond. Brièvement, l'association de basket offre du basket. Évidemment. Puis on s'assure que justement que les jeunes qui ont du potentiel puissent poursuivre justement le basket à un plus haut niveau. On essaie de les aiguiller. Exactement, tranquillement. Mais avec le temps, en tant qu'entraîneur, puis en tant qu'enseignant de carrière aussi, un des succès d'un entraîneur, c'est de voir son jeune performer, d'aller à un autre niveau, même au niveau cégep, université. Puis on a remarqué qu'avec le temps, que les jeunes, des fois, ils sont tellement pris par le sport, mais ils oublient tranquillement l'académie. Donc le rebond, comme le terme se présente au basket, c'est une deuxième chance. Donc quand tu lances le panier puis tu manques, tu vas absolument avoir une rebond, cette deuxième chance-là. Donc le programme Rebond, c'est un programme qui cherche à encadrer nos jeunes athlètes qui, justement... on leur donne une deuxième chance à se reprendre au niveau de leur académie. Donc, on le fait à l'aide de vrais enseignants qui travaillent dans des commissions scolaires, qui m'accompagnent justement à encadrer ces jeunes-là. Et puis, quand tu dis qu'on met un peu l'académie de côté, souvent, c'est qu'on est très performant, on est à l'école, on est dans un programme sport-études, mais on se donne un petit peu plus dans le sport. Oui, ça, c'est un très bon état. Le programme sport-études, c'est quelque chose qui est quand même récent. Mais c'est quand même un peu récent. Donc, je pense que ça vient. Mais nous, à l'objectif, c'est qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes, quand ils arrivaient au secondaire 5, ils devaient reprendre des cours. Donc, ils avaient le talent. Des équipes nouveau cégep étaient prêts à les prendre, mais parce qu'ils n'avaient pas leur secondaire 5, ils ne pouvaient pas continuer le basket. Donc là, on a vu que c'était un problème criant. Donc, depuis les 4 dernières années, à l'aide de l'école secondaire Leblanc, je dois remercier la directrice Mme Lesage, M. Florent Lavoie, directeur adjoint, qui m'ont permis d'avoir 2 locales pour pouvoir offrir à ces jeunes-là. Et l'AREJ, qui est l'Association de la réussite des jeunes à Montréal, avec la présidente Myrna Dupoux, qui nous ont comme appuyés à ce projet-là, et bien sûr l'Association de la réussite éducative lavalloise qui nous épaule financièrement. Et puis concrètement, au jour le jour, exemple, t'as un jeune qui arrive et qui est très talentueux et vraiment passionné de basket, mais à l'école, c'est comme off. Comment est-ce qu'on peut faire pour le motiver, pour dire, écoute, mon grand, si tu ne passes pas à travers l'académie, tu ne te rendras pas plus loin dans ta carrière de basket. Comment est-ce qu'on peut faire pour... c'est quoi les problématiques les plus courantes que vous voyez? En fin de compte, c'est beaucoup de la gestion. Le jeune doit être capable, surtout quand un jeune qui est bon, logiquement, s'il continue, on parle d'un jeune qui va éventuellement arriver à 3 pratiques semaine et plus.
Là, il faut que tu sois capable de gérer 3 pratiques semaine et être en mesure de faire tes devoirs. Donc ça, c'est quand même déjà un défi. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est que, justement, bon, avant ta pratique, il y a des cours. Les fins de semaine, on offre des cours à l'école secondaire Leblanc. Donc, on essaie d'épauler. Là, maintenant, le programme est offert à tout le monde parce que là, il est quand même connu de plusieurs gens du quartier. La réputation s'est faite. Exactement, la réputation s'est faite et grâce à l'organisme de la réussite éducative lavalloise, ben, on peut vraiment étendre nos bras et l'offrir à tous les citoyens de Laval, du quartier. Wow. Qui sont prêts à se déplacer. Donc, le rebond, c'est pas juste pour les joueurs de basket? Non, c'est pas juste pour le BIR. Ça a commencé là, mais maintenant, ça touche tous les jeunes qui peuvent être affectés. C'est ça, l'idée est venue pour les jeunes, mais toutes les jeunes qui sont affectés par des difficultés académiques sont invités, bien sûr, à participer à ce programme-là, justement, qui est accessible et puis qui est plus qu'abordable. Ben voilà, on arrive au point de l'accessibilité, l'abordabilité. Exemple, je suis parent, j'ai un élève au secondaire qui va à Leblanc, puis je m'aperçois qu'il y aurait peut-être des petites difficultés au niveau de la gestion des devoirs, la gestion du temps, etc. Comment est-ce que je fais pour entrer en communication avec vous, puis combien ça coûte? Bon, premièrement, juste pour mettre en grosso modo, il y a beaucoup de parents qui peut-être ils ont même accès à un service d'enseignants, ainsi de suite. On parle d'un coût ça peut aller de 45 $ de l'heure à 60. Nous, on parle de 8 $ par présentation. Donc, c'est 80 $ pour une session. Exactement. C'est 80 $ pour une session de 10 présentations avec un vrai enseignant. Là. On ne parle pas d'un étudiant, on parle d'un enseignant qui a plus de 8 ans d'expérience. Quelqu'un qu'on peut s'appuyer dessus, dire, écoute, j'ai un problème avec mes maths, tu peux m'aider, puis il va être... Ah oui, j'ai des enseignants vraiment qui ont plus de dizaines d'années. J'ai Ergens Basile, Wigan Civil, des profs de maths, des profs de français vraiment versés depuis plusieurs années. Et les parents nous contactent, soit par téléphone ou courriel à lerebond.arege à commercialgmail.com ou m'appeler au 514-464-5203. Et à partir de là, on commence cette fin de semaine. Vous commencez cette fin de semaine, donc... Le 20 octobre, là, c'est déjà possible. 20 octobre, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes aux les parents qui sont intéressés à, justement, qu'on encadre leurs jeunes et puis qu'on trouve un diagnostic, justement, à la difficulté qu'ils ont au niveau scolaire. Parfait. Bien, écoutez, Éric Denis, un gros merci. Et puis, on s'entend que c'est pour les gens de la région Saint-François du Vernet-Est? Écoutez, quand c'est l'école, c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Vous êtes à Laval, vous êtes quelque part, vous venez nous voir. On est là pour offrir un service. Bien sûr, les places sont limitées, mais toutefois, on peut en prendre quand même pas mal. Ben, un gros merci. Merci. Chronique cinéma avec Nicolas Vincent-Poirier. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, alors tu as amené Amy, notre mascotte visionneuse de films, assistante, critique cinématographique. Oui, tout ça. Elle a plus de titres que moi. Ah non, faut pas dire ça. Alors, Bad Times at the El Royale. Moi déjà, j'ai vu la bande-annonce, j'ai bien apprécié. Parle-nous donc, synopsis, de quoi on parle? Écoute, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, la première fois, ce qui m'a accroché, c'est que ça avait l'air à ressembler un petit peu au film Identité avec John Cusack en 2003. Je sais pas si tu t'en rappelles, tu sais, ça se passe dans un motel, et là, il y a des étrangers qui se rencontrent, et là, il y a un meurtrier dans le groupe, et tu sais, bon, ça me faisait un petit peu penser à ça. Et dans le fond, l'histoire, c'est basé sur un hôtel qui existe pour de vrai, qui a été construit dans les années 20. Dans le fond, la moitié de l'hôtel est dans le Nevada et l'autre moitié est en Californie. Et ça a déjà appartenu, entre autres, à Frank Sinatra. Et parmi les gens qui avaient l'habitude d'y aller, bon, il y a John F. Kennedy. Il y a aussi Marilyn Monroe qui a passé une fin de semaine là-bas comme... Avec John F., en paraît pas? Bien, plutôt comme juste une semaine avant de mourir, elle a passé comme une fin de semaine là-bas. Il y a des rumeurs comme quoi cet hôtel-là appartenait à la mafia. Entre autres, donc, tu sais, il y a un peu de mystère entourant et le FBI qui a fait, mettons, qui a beaucoup enquêté sur cet hôtel-là et sur ce qui s'est passé, entre autres, avec John. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, le jeu n'était que légal au Nevada. C'est ça. Donc, d'avoir l'hôtel sur la limite, donc dans une pièce, on pouvait aller faire le vice, faire comme Las Vegas, et dans l'autre pièce, on était comme clean, tout va bien, on est des bons citoyens. C'est un peu ça, non? C'est ça.
Et dans le fond, l'histoire, ça se passe en 1969. C'est des étrangers qui vont passer la nuit à l'Île Royale. Et je peux pas trop en dire parce que quand ce film-là a été écrit, a été vendu, c'est Drew Goddard qui l'a écrit et réalisé. Lui, c'était le secret, un secret total. Un secret de Polichinelle. Un petit peu comme Cloverfield, si on se rappelle de ça. Cloverfield, quand ça avait sorti, ça avait de l'air hallucinant. C'est ça, mais c'était un gros secret. Personne ne savait vraiment ce que c'était et c'était un petit peu le but. Donc, la seule chose que je peux dire pour pas vendre de punch, c'est ça. C'est des étrangers qui vont passer une nuit là et évidemment, chacun d'eux cache un secret qui va être dévoilé durant le film. D'accord. Et puis, 7 inconnus, tous aux prises avec de lourds secrets, se retrouvent à l'Île Royale, un hôtel délabré au passé sombre au cours d'une nuit qui se révélera décisive. Chacun aura une dernière chance de se racheter avant que les choses ne tournent au cauchemar. Le cauchemar, je veux savoir c'est quoi. Ben, je te le dirais pas, voyons. Je te le dirais pas. Mais un écoute, petit aperçu. Je m'attendais à énormément en regardant, en voyant la bande-annonce de ce film-là, parce que moi, tous les thrillers, puis on présume qu'il va y avoir un gros punch. Moi, j'adore ça. Je comprends comment une formule de scénario fonctionne. Donc, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment penser savoir qu'est-ce qui se passe et à la fin, le punch arrive et je l'ai jamais vu venir. Ça existe encore des films comme ça, produits à Hollywood? Quand ça m'arrive, j'adore ça. Et El Royale, je pense que j'avais trop d'espérance parce que l'idée est intéressante. L'idée est intéressante, je ne dirais pas plus. La réalisation est très bonne. Il y a Xavier Dolan qui a un rôle dans le film. Ouais. Il y a un petit rôle. Jeff Bridges, Dakota Johnson, de 50 Shades of Grey. Chris Hemsworth, pour en nommer que quelques-uns. C'est ça, donc, tu sais, visuellement, c'est très beau. La réalisation est bonne, les acteurs sont bons. Le scénario, par contre, écoute, le film dure 2h10 environ. C'est très long pour ce que c'est. Ça me faisait penser un petit peu à une série télé, à un début de série télé. Parce que... Où est-ce qu'on installe les personnages plus en longueur, plus en lenteur? Parce que Drew Goddard, à la base, c'est un gars qui a travaillé avec les deux grands de la télé présentement, J.J. Abrams et Joss Whedon, qui a été l'architecte derrière la première phase de l'univers cinématographique de Marvel, entre autres. Et bon, il a travaillé sur... C'est le créateur, Drew Goddard, de Daredevil. Il a écrit, produit Lost. Tu sais, bon, il a fait Alias avec... J.J. Abrams. Donc, c'est un gars de télé et l'idée est bonne. Il y aurait tellement à voir plus de développement qui aurait été intéressant à voir avec les personnages, avec les punchs. Je pense que comme manquer de temps dans le contexte d'un seul film, que ça lui aurait pris une série, c'était trop long. Il y avait trop de longueur. Mais quand on regarde comment est-ce que les personnages sont amenés et comment chaque scène se termine avec un mini punch, souvent, là, on se dit, on s'attend. En tout cas, moi, je m'attendais à. L'attente ne à fait beaucoup, qu'augmenter, là, le film est très long en plus. Et le fait de savoir que Drew Goddard quand il a vendu le scénario, ça a été comme un espèce de gros secret. Et quand les acteurs venaient lire le scénario, il y avait une pièce, il y avait le scénario, ils le lisaient et ils quittaient la pièce après. Il n'y avait pas « tu ramènes le scénario chez vous ». Ça restait là. Donc, il y a sûrement une raison. Et ça, c'est pas ça se fait de plus en plus à Hollywood. Je prends, entre autres, Dark Knight Rise, le dernier Batman de Nolan. Quand ce film-là était en préparation, Nolan n'a pas écrit la fin dans un scénario. Il l'a dit verbalement aux acteurs, mais ça s'arrête là pour pas que quelque chose arrive et, tu sais, oups, le scénario... C'est de plus en plus la mode. Récemment, j'ai eu la chance de tourner avec Seth Rogen puis Charlize Theron, puis quand j'ai demandé à Seth Rogen, finalement, je suis dans la scène, il m'a dit, ben écoute, il y a 3 versions finales de cette scène-là. Tu le sauras quand ça arrivera au cinéma, puis tu recevras ton chèque bonifié. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Mais c'est vraiment la norme maintenant, c'est que beaucoup de gens qui sont fait voler, peut-être pas voler des idées, mais que le punch a été dévoilé, une scène a été exploitée, puis là, le punch du film, il passe, là. Le tout dernier Avengers, semblerait-il qu'il y avait plusieurs scénarios, plusieurs versions qui ont été écrites, donc chaque acteur avait comme sa propre version. Voilà. Et dans le fond, souvent, comme en reshoot, ce qui est tout à fait normal à Hollywood, il allait en reshoot et bon, OK, fais ça, c'est pourquoi, c'est pour quelle scène.
Ah, c'est pas grave, tu sais, fais-le. Puis, tu sais, donc, souvent, les acteurs faisaient des choses qui n'étaient pas trop sûrs où est-ce que ça allait être dans le film. Donc, c'est une pratique qui est de plus en plus courante, mais pour ce qui est de Bad Times à El Royale, tu sais, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus, tu sais. Surtout qu'avec un petit budget de 32 millions, je me disais, on peut sûrement aller dans des directions qu'un gros blockbuster ne nous permet pas d'aller. C'est normal parce qu'on veut retomber, on veut retrouver rapidement l'argent quand on investit des centaines de millions, mais à 32 millions, c'est petit à Hollywood. Très petit. Alors, sur ce, ben écoute, ta cote sur 10? 6. 6 sur 10, ça passe. Ouais. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Je suis pas vraiment prêtre. Ouais, sans déconner. La foire de l'horreur jusqu'au 5 novembre, TV Laval était là. Voici quelques images. Lancement de la première foire de l'horreur au Centropolis de Laval. Un parcours multisensoriel unique, la télévision de Laval était présente. Le Québec peut maintenant se vanter de détenir une attraction d'horreur qui dure plus qu'une semaine d'Halloween basée sur des énigmes à résoudre du fameux style Escape Room. Un parcours ludique et brillamment terrifiant pour la saison d'automne 2018. La foire de l'horreur a poussé l'audace à l'extrême pour 2018 en s'inspirant de jeux d'évasion, labyrinthes, 16 chambres interactives multisensorielles, parsemées de plus de 15 personnages détenant chacune une énigme, développée à partir des dernières technologies en matière d'horreur. Des décors à couper le souffle, incluant le fameux cimetière et la Twilight Zone, sont au rendez-vous durant cette excursion exaltante multisensorielle 4D. En effet, les 4 sens seront sollicités durant le parcours de sorte à stimuler certaines phobies. Les participants auront donc la chance de vivre toute une gamme d'émotions, passant de l'émerveillement au rire, mais surtout de frissonner de peur et de suspense pendant plus de 40 minutes. La foire de l'horreur 2018 se tiendra au Centropolis de Laval jusqu'au dimanche 4 novembre 2018. Eh bien, les amis, aujourd'hui, vous allez être surpris. Alors, j'ai un invité spécial qui va vous parler des drones. Vous attendez parler des drones? Bien là, on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un drone. Alors, Kevin Brazeau-Caron, ça fait plaisir de t'accueillir. Mais bonjour, Jean. Bonjour, bonjour. Oui. Alors, écoute, explique-moi, les drones, ça sert à quoi? Ah, ben, il y a toutes sortes d'utilités aux drones. Avant que ça devienne commercial, c'était en gros utilisé par l'armée. À l'armée, oui. De la reconnaissance sur des terrains de guerre et ou pour envoyer des missiles. Alors, c'est comme un petit avion miniature? C'est contrôlé à distance. C'est un aéronef, donc ça va dans les airs. Ça respecte les lois aussi de Transport Canada. Donc, il y a plein de choses à savoir sur les drones. Mais l'utilité part vraiment de la technologie de l'armée. Puis c'est devenu aujourd'hui plus conventionnel pour tout ce qui est le film ou même l'analyse des sols en agriculture. Là, ici, on a un petit DJI Mavic première génération. Explique-moi. Ça ici, ça pour fonctionner, ça veut dire que tout ça, ça donne du pouvoir. Exact. Bon, les hélices vont donner de la portance. Ils vont tourner dans des directions. Ben, en fait, les hélices sont différentes. On a 2 hélices pareilles, en fait, de chaque côté. Oui. Puis à l'autre extrémité, c'est des hélices qui sont inversées. Fait que le drone, dans le fond, les hélices ne tournent pas du même sens. Okay. C'est ce qui fait qu'avec les manettes, quand on donne plus de puissance à gauche, à droite, le drone est capable de tourner, pivoter, aller à gauche, donc d'avancer. Et ça peut supporter une caméra? Oui, bien, la caméra ici, sur ce modèle-là, est déjà intégrée avec un stabilisateur. Fait que ça fait que la caméra reste vraiment stable. Puis c'est aussi un format de poche là, pour tous les vidéastes là, qui sont comme moi, qui voyagent, qui font beaucoup de vidéos par eux-mêmes. Donc c'est vraiment pratique. Celui-là, on peut le plier en 2, le mettre dans un sac. Ah bon, c'est vraiment pratique. C'est de poche, hein? On a la manette aussi. Et ça, c'est la manette. C'est ça. Je sais pas si on peut bien la montrer, là, mais la manette, dans le fond, c'est avec mon téléphone cellulaire. Que je vois l'image en direct pendant que le drone est dans les airs. Là, je peux prendre des photos, des vidéos.
c'est aussi assez bon. facilement. C'est aussi bon lorsqu'il y a quelqu'un est perdu dans la forêt ou quelqu'un est perdu ailleurs aussi. Et ils s'en servent beaucoup pour faire des recherches, hein? Oui, des recherches exactement pour des mines, tout ça. Là, donc, ils vont envoyer des caméras géothermiques avec d'autres sortes de caméras que j'ai moins de connaissances là-dedans. Mais donc, pour voir les profondeurs des différentes ressources minières et tout. Ils font ça aussi en hélicoptère. Ils font pas juste ça avec des drones, mais dans les endroits plus reculés, ils peuvent juste envoyer des explorateurs marcher dans le bois, puis faire décoller les drones, prendre des photos. Après ça, ils font des plans 3D, ce qui est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment plus technique que juste faire de la photo ou du vidéo. Puis ça prend d'autres types de machines aussi qui sont beaucoup plus volumineuses avec mais c'est compliqué pour les faire fonctionner quand même. Il faut une certaine expérience, une certaine facilité d'opérer avec le petit moniteur que tu as là. Bien, effectivement, c'est sûr que c'est fait pour le commun des mortels. Tout le monde est capable d'utiliser ça avec un petit 5 minutes en regardant une vidéo sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais après ça, il y a d'autres réglementations. C'est un aéronef, donc il faut connaître un minimum de règlements au niveau de Transport Canada. Ça prend des permis spéciaux pour faire voler le drone dans des conditions spéciales. Surtout si on fait dans le fond, pour vivre. Si on fait ça pour l'argent, ça prend des permis qu'on peut avoir avec l'obtention d'un cours, d'un certificat qui se fait soit dans une classe ou en ligne. Il y a différents liens, là, je peux en parler. Là. Il y en a ici à Laval, Exodrone, qui donne des cours. C'est assez dispendieux, par contre. Sinon, il y a le CQFA qui est en ligne. C'est le cégep de Jonquière, Chicoutimi. Je pense que c'est Chicoutimi. C'est Chicoutimi. Dans le fond, tu peux faire le cours en ligne pour le tiers du prix, puis obtenir des permis pour voler. C'est l'hiver. Mais toi, tu es photographe et opérateur de drone. Est-ce qu'on t'en demande souvent quand même? Est-ce que tu as des contrats assez souvent? Oui, bien, souvent dans mes productions vidéo, j'essaie de l'incorporer dans toutes les productions. Des fois, on n'en a pas nécessairement de besoin. Mais tout ce qui est événementiel, couverture d'événements à l'extérieur, donc des parties d'entreprise ou des mariages, je vais prendre des images avec le drone, c'est facile à sortir, c'est pas encombrant, je le sors. C'est assez facile quand on est dans des prairies. Là. Quand on est loin, quand en ville, c'est un petit peu différent, il faut s'agencer avec les permis. Puis il y a des heures qu'on peut pas l'utiliser, on peut pas nécessairement aussi voler en haut d'une foule. Donc c'est important. Ah, c'est dangereux? Bien, c'est dangereux, mais c'est surtout que c'est une des règles principales chez Transport Canada, comme celle de ne pas voler à côté d'un aéroport sans permis, ou même avec un permis. Il faut vraiment être en connexion avec la tour de contrôle si tu veux faire voler quelque chose proche d'un aéroport, parce que ça va dans les airs. Puis ça peut faire des dommages à des appareils qui sont beaucoup plus gros. C'est sûr que celui-là, c'est un petit drone. C'est petit, mais ça peut être dangereux quand même, parce que ça peut aller à une certaine vitesse quand même. Ça peut faire un 50 km/h facile. 50 km/h? Même dans le vent, là, je peux faire un 60 km/h. Ce drone-là, j'ai déjà fait 5 km de distance à Mont-Tremblant dans les montagnes. Il faisait beau, par contre. Pas de vent. Il y a plusieurs facteurs. Il faut connaître ces facteurs-là avant de faire voler le drone, la batterie, tout ça. La carte mémoire. Kevin, si on veut être visionnaire, de quelle façon ça va évoluer? Qu'est-ce qui s'en vient avec les drones? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et quelle façon qu'on va pouvoir les utiliser? On peut aller loin. Tout ce que je vous ai raconté, c'est des marchés qui sont nouveaux, comme plusieurs autres marchés qui vont ouvrir ou qui ont ouvert récemment. Mais le drone, ça en fait partie, c'est nouveau, c'est un futuriste. Je veux dire, on est jeunes, on commence à jouer avec ça. Nous, plus tard, on va être capable de les développer de toutes sortes de façons, comme ça fait des taxis volants. Uber, tu sais, veut faire des taxis quadroporteurs là, avec les hélices. Tu sais, pourquoi pas? On m'a dit qu'on pouvait faire la livraison actuellement de certains produits. Les endroits reculés, tu vois ça par drone quand même. Je suis pas au courant qu'ils font ça. Je sais qu'ils font des tests, probablement chez Amazon. Puis même peut-être Post Canada font peut-être des tests au niveau de ça, mais il faut s'entendre aussi que la réglementation d'un drone qui vole dans les airs, pas de pilote, toute seule, imaginons que tu commandes sur Amazon, puis le drone, il vient tout de suite. Il
faut s'entendre que le drone, il faut qu'il atterrisse. Il ne peut pas laisser tomber un objet du sol. Ça, c'est un autre des règlements qui est très important chez le transport. Imaginez faire de la livraison en avion puis vous lancez les colis. C'est un peu dans le même principe. Ils vendent tout ça, c'est des choses... Ça risque peut-être plus d'être quelque chose en ville, peut-être sur les toits des buildings, peut-être qu'il va y avoir des livraisons peut-être au niveau de ça, parce que c'est plus facile qu'en ville où il y a des arbres. Kevin, c'est tout le temps qu'on a. On peut aller sur ton site demain. Je suppose que tu as un site Internet sur Facebook. J'ai mon Vimeo qui est accessible à tout le monde. C'est Kevin Brazeau-Caron. Kevin Brazeau-Caron. C'est ça. Donc, sur ça, c'est un YouTube. En fait, c'est pas YouTube, mais ça s'appelle Vimeo, la page YouTube, puis le site Internet en construction encore, parce que je travaille beaucoup sur les montages, je mets pas beaucoup de temps. Kevin, on t'a dit un gros merci. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. C'est ici complète notre émission pour cette semaine. Ne manquez pas Fans of Country tout de suite après Bingo TV Laval avec plus de 3 500 $ en prix, donc 2 500 $ pour la carte pleine. Dimanche matin, c'est Bingo. À courir chez votre détaillant, chercher une carte tvrl.ca pour la liste. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine.